Ok, donc Monsieur Bonnefond, vous représentez l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine. Merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous sur le problème de la sécurisation de l'isotrétinoïne. Donc vous avez la parole. On avait prévu un quart d'heure par intervenant avec un partage du temps entre la présentation et les échanges avec le comité scientifique temporaire. Je vous laisse la parole. Merci, monsieur. Merci, merci de m'avoir invité et de m'auditionner. D'abord, ce que je voulais vous donner comme information, c'est que depuis 3 ans, nous avons, avec l'assurance maladie, avec Nicolas Revel et maintenant avec Thomas Fatome, bien sûr sous le patronage du ministère, changé l'orientation complète du pharmacien en mettant un coup de barre vraiment vers le patient, c'est-à-dire d'être plutôt dans un changement très important du mode de rémunération qui était pour l'instant calé sur une marge commerciale et là qui de plus en plus devient indépendant des prix et des volumes pour aller encore plus loin, bien sûr, sur la sécurité du médicament, sur le bon usage, donc une orientation politique, stratégique du mode de rémunération du pharmacien permettant d'engager encore plus des réflexions et des actions sur le suivi des patients et l'entretien pharmaceutique. Donc, je vais vous faire juste des propositions parce que je sais que vous avez un temps qui est compté. D'abord, sur le guide qui est fourni aux pharmaciens et aux autres professionnels de santé. Moi, je voudrais bien insister pour que ce guide soit bien un guide logoté à NSM et vraiment orienté à NSM. Que ce soit moins un guide, même si on peut être associé au laboratoire, mais que le sentiment quand on reçoit ce document soit vraiment officiel, agence et pas laboratoire pharmaceutique. C'est important sur la perception des professionnels de santé de ces documents. Sur un autre axe, bon, les guides, c'est vrai qu'on en a beaucoup. Ce qu'il faut, c'est que ce soit rapide et pratique chaque fois qu'on est confronté à une dispensation. Mais dans les propositions que je souhaitais vous faire, vous savez, les pharmaciens, ils rangent les médicaments dans des tiroirs. Dans ce tiroir, il y a la boîte. Et donc, si à côté de cette boîte, il y a une fiche pratique, un mémo, qui rappelle les conditions de dispensation pour rappeler à toute l'équipe les points importants, les recommandations qu'il faut appliquer. Je pense que ça permet, chaque fois qu'on a une fiche à disposition, eh bien très rapidement de se rafraîchir un petit peu les points essentiels. Et ça, c'est des choses qu'on pourrait élaborer ensemble avec l'Agence du médicament. L'autre point qui me paraît essentiel, c'est que, bon, bien sûr, on est confronté de plus en plus à des médicaments qui sont avec des critères de dispensation qui sont spécifiques, des contrôles qu'il faut renforcer en fonction de l'évolution et de l'usage de ces médicaments. Je pense qu'il y a un gros manque aujourd'hui, c'est l'absence d'aide de nos logiciels d'aide à la dispensation. Ce sont des logiciels de gestion, des logiciels pour faire le tiers payant. Et sur la partie métier, je pense qu'il y a un énorme travail à faire entre l'Agence du médicament, la Haute Autorité de santé et bien sûr les représentants de la profession pour que dans l'acte de dispensation, il y a une étape indispensable de contrôle, de vérification, de validation, la fasse partie de l'acte de dispensation et que cet acte soit traçable avec le respect de ces recommandations à travers les logiciels, ce qui permet de regarder et d'avoir d'abord de sécuriser la dispensation, mais également d'avoir une trace s'il y a eu un incident, de pouvoir remonter et savoir où est passé cet incident. Ça, je pense qu'il y a aujourd'hui, avec les logiciels d'aide à la dispensation, une large capacité d'amélioration pour aller vers le zéro défaut que tout le monde recherche et qui est un objectif, bien évidemment, qui est partagé par tous. Donc, concernant également
l'isotrétinoïne et la grossesse, au-delà des recommandations qui existent, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité également, puisque les pharmaciens ont des autotests à la disposition des patientes, de voir s'il y a un doute, s'il y a un retard, s'il y a quelque chose qui n'est pas très clair, et de voir comment on pourrait, au moment de la dispensation, réaliser un test à l'officine pour sécuriser encore plus la dispensation et que ce test, bien sûr, soit pris en charge, ne pas pénaliser la patiente, ne pas lui générer des frais supplémentaires. Dernier point, avant de répondre à vos questions, c'est avec l'ordre des pharmaciens, les syndicats, les étudiants, les groupements, les maîtres de stage, nous avons enclenché une démarche qualité qui est mise à la disposition de toutes les pharmacies pour pouvoir enclencher avec toute l'équipe officinale cette démarche qualité pour toute une série de sujets. Et donc, bien évidemment, des médicaments qui peuvent poser problème et nécessitent des précautions particulières ou des attentions particulières, notamment apparition d'effets secondaires, bien informer le patient avant qu'il démarre son traitement. Et je pense que c'est un outil que vous devez pouvoir utiliser pour que l'on puisse, sur des médicaments spécifiques, enrichir cette armoire à tiroirs que l'on met en place aujourd'hui, que l'on met à la disposition des pharmaciens qui sont en e-learning et qui doivent valider sur un délai étalé sur 1 an ou 2 ans différentes propositions. Je pense que c'est bien de faire connaître cet outil parce qu'il peut être utile pour l'agence quand on a un problème particulier de dispensation sur un médicament. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Bonnefond, parce que d'abord, c'est extrêmement concret et pratique ce que vous nous proposez. Ça recoupe un certain nombre d'idées qu'on pouvait se faire, mais c'est bien de les entendre de la part directement du professionnel. Je pense qu'on aura un certain nombre de questions à vous poser. Je vois déjà 2 mains qui sont levées. Madame Génon, vous voulez commencer? Puis Monsieur Mazin, c'est Bénédicte Lebrun. Madame Génon, je vous laisse commencer. Oui, merci pour votre introduction et présentation. Peut-être une question un peu spécifique. Est-ce que vous avez du coup des retours d'expérience sur la délivrance de l'isotrétinoïne et notamment au regard de l'exigence des tests de grossesse mensuels? Non, jusqu'à cette audition, on n'avait pas de remontée de difficultés particulières de la part des équipes officinales avec des incidents qui étaient signalés. C'est la première alerte que l'on a aujourd'hui, puisqu'on est, je crois, sur 160 cas avec un problème de grossesse et de traitement. Donc, ça veut dire que le travail n'est pas fini. Il faut renforcer les messages. Donc, du coup, la boîte à outils, c'est vrai qu'on a été confronté cette année à des situations extrêmement particulières. Rappeler systématiquement l'attention qu'il faut porter sur telle et telle dispensation. On est confronté à beaucoup de médicaments, notamment des anticancéreux, des médicaments qui sortent de l'hôpital, et chaque fois des cas particuliers. Donc, il faut absolument que vous nous aidiez, notamment les associations de patients, pour convaincre les éditeurs de logiciels de renforcer ce travail sur l'aide à la décision, la traçabilité de la décision, la sécurité de la décision, que ces outils qui sont à la disposition de tous les pharmaciens s'orientent plus vers le métier que sur des outils de gestion de tiers payants ou de gestion de l'officine. Il y a un énorme travail, un énorme chantier. Il n'existe rien, à part de temps en temps quelque chose qui est horrible, c'est-à-dire un pop-up qui sort. Voilà, mais un pop-up, c'est pas tracé, c'est simplement un petit signal, une alerte. Ce qui est important, c'est de l'inclure dans l'acte de dispensation. Est-ce que j'ai vérifié si un test de grossesse a été réalisé? À quel délai il a été réalisé? Que je puisse le valider, le cocher. Je le coche, j'engage ma responsabilité. Monsieur Mazin, vous aviez également une question? Oui, merci. C'est en lien avec
les logiciels d'aide à la prescription et un peu les limites qu'on peut observer, et également avec le guide pharmacien. Ma question est simple, c'est qu'en fait, j'aimerais avoir votre retour sur la possibilité pour les pharmaciens d'officine d'avoir une réponse très claire et d'engager la discussion sur la double contraception qui est nécessaire pour la prise de ce médicament, enfin, contraception efficace, les dispositifs intra-utérins ou double contraception dans d'autres cas. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? J'aimerais avoir votre retour là-dessus, première chose. Et deuxième chose, un retour sur l'évaluation psychologique des personnes, puisque ça fait partie aussi des recommandations du guide pharmacien. Et très concrètement, je fais le lien avec ce que vous proposez, parce que le logiciel d'aide à la prescription, c'est pour arriver vers un zéro défaut. Effectivement, c'est une évolution qui est possible. Par contre, ça ne résout en aucun cas les difficultés qu'on peut avoir à aborder un certain nombre de questions. Voilà. Alors, il y a les logiciels d'aide à la prescription et les logiciels d'aide à la dispensation. Je pense que les deux doivent avancer pour que les deux systèmes puissent se parler. En tout cas, c'est sécuriser la dispensation. Ensuite, ce que vous avez évoqué, c'est d'avoir le dialogue avec la patiente. À la fois, alors la patiente pour le risque de grossesse au moment où on prend le traitement, et également l'apparition d'effets secondaires qui peuvent être très graves sur ce type de médicaments, et donc de pouvoir informer, alerter et avoir la possibilité d'avoir un dialogue avec le patient. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire et ce que l'on fait actuellement sur les entretiens pharmaceutiques. Et on peut très bien imaginer, au moment de la mise en place de ce traitement, d'abord d'avoir un dialogue, par exemple, avec un jeune qui va être sous ce traitement, pouvoir avoir un entretien au moment de la dispensation, comme on le fait aujourd'hui pour les anticancéreux oraux, pour l'asthme, pour les anticoagulants, pour bien expliquer aux patients bien comment prendre ce traitement, la progressivité de la dose, des alertes sur les effets secondaires et de pouvoir, au fur et à mesure des dispensations, ne pas faire que dispenser, mais avoir un entretien au moment de la dispensation, un rendez-vous dans l'espace de confidentialité qui permet d'avoir ce dialogue et d'avoir, je dirais, le retour du patient et les alertes sur les risques d'effets secondaires ou des situations qui se dégradent et qui nécessitent après une réévaluation médicale avec le médecin qui a mis en place le traitement. Donc, sur les deux parties, je pense que si on veut le sécuriser, ça c'est un travail qu'on peut faire avec l'assurance maladie. On a un problème particulier sur ce traitement. On construit des entretiens pharmaceutiques permettant, en fonction de la situation, pour risque de grossesse ou risque d'effets secondaires, bien d'avoir un suivi de ce patient pendant tout le traitement et notamment à l'initialisation. Je pense que c'est des choses qui peuvent intéresser l'assurance maladie. Donc, tout à fait dans ce qu'on est en train de faire sur d'autres projets. Ok, merci. Bénédicte, tu avais également une question, tu avais la main levée. Oui, mais merci beaucoup. Donc, merci, Monsieur Bonnefond. Vous nous avez donné pas mal d'informations intéressantes. Et il y en a une que je retiens en particulier, c'est sur les documents qui sont à disposition, pour lesquels vous trouvez que finalement le rôle de l'ANSM n'est pas suffisamment mis en avant et que peut-être que ça n'incite pas à prendre ces documents suffisamment au sérieux. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. En tout cas, vous pensez qu'il y a quelque chose à améliorer sur la présentation de ces documents en termes d'où ça vient, quoi. Oui, je crois que c'est important parce que des documents rédigés par la NSM et distribués par des laboratoires, ça peut créer une ambiguïté. En tout cas, ça peut limiter la portée de ces documents qui, pourtant, sont extrêmement bien faits par l'agence. Donc, ça permet de renforcer le positionnement de l'agence en tant que référence par rapport aux professionnels de santé et d'avoir toujours le réflexe ANSM quand on a besoin d'avoir une information. Et donc, je trouve que, voilà… Non, le rouge. Pardon ? Tiroir rouge.
Il y a une interférence, là, je pense. Allez-y, monsieur. D'accord, d'accord. Donc, je pense que c'est important. Voilà. Après, les laboratoires peuvent contribuer à renforcer le message en rappelant bien que c'est la NSM qui a rédigé le document et que ce n'est pas un document laboratoire. Je pense que ça, pour moi, c'est extrêmement, extrêmement important, ce qui fait que le document est conservé par le professionnel parce que c'est un document de référence. Et ensuite, bon, bien sûr, les médecins le savent aussi bien que moi, tous ces documents s'empilent un petit peu, et donc d'avoir des fiches pratiques permettant d'avoir des mémos rappels, que ce soit pour le médecin ou que ce soit pour le pharmacien, ou éventuellement pour d'autres professionnels si c'est des produits à injecter, à administrer de façon particulière. Je pense que c'est aussi des outils pratiques, des fiches pratiques pour nous. Vous savez, quand on a une alerte, quelle que soit l'alerte, souvent d'ailleurs des alertes de l'agence, le document, une fois qu'il est lu par toute l'équipe, le glisse à côté des boîtes, ce qui permet à ceux qui n'étaient pas là eh bien, de se rappeler, tiens, qu'est-ce que c'est que cette alerte, et de l'avoir juste à côté. Donc, s'il y a un mémo de règles de dispensation à rappeler, de critères avant de dispenser, c'est un outil supplémentaire très, très pratique. Et voilà, il faut vraiment le logoter à NSM. Et aujourd'hui, on a des outils, notamment au niveau de la pharmacie. Vous avez le DP, le dossier pharmaceutique, dont l'information par le DP rupture. Ça permet quand même, je le dis parce que c'est exceptionnel, vous avez la possibilité d'accéder à toutes les pharmacies, pas toutes les pharmacies, à tous les écrans de pharmacie en moins de 4 heures. Donc, quand vous avez une alerte. Donc, quand il y a quelque chose qui est important à rappeler, en tout cas, l'organisation au niveau de la pharmacie permet d'être extrêmement efficace et de toucher toute l'équipe officinale dans un délai très rapide. Et donc, quand on a des outils comme ça, et bien, on peut faire passer des documents. Merci. L'autre chose que vous avez abordée, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me trottait aussi dans la tête, mais ces logiciels d'aide à la dispensation ou à la prescription du côté du prescripteur et du côté du pharmacien pour la dispensation, ces logiciels que vous dites bien comme étant plus adaptés à de l'aspect médico-économique quelque part et moins de l'aspect métier, effectivement, ça, ce serait quand même une super piste en sachant qu'effectivement, il y a quand même des alertes ou des pop-up, comme vous dites, qui s'ouvrent et qui s'ouvrent parfois de façon excessive et du coup, on ne voit plus rien. Et donc, repenser tout cela de façon intelligente, alors ça prendra du temps, donc c'est vrai que ça ne va peut-être pas être du jour au lendemain, mais pour ce genre de médicaments, pouvoir avoir des documents ou en tout cas, comme vous dites, une espèce de liste, de checklist qu'il faut remplir avant de dispenser et d'aide en tout cas à la dispensation, ce serait peut-être une piste en tout cas intéressante à envisager effectivement. Et puis effectivement, vos démarches qualité pour lesquelles certains médicaments ciblés peuvent être intéressants parce qu'ils nécessitent effectivement une intégration du métier de pharmacien et de tout ce que ça peut comporter. Je pense que l'isotrétinoïne pourrait être un très très bon exemple pour tracer tout ce qui est fait en effet et suivre tout le processus. Donc tout ça sont vraiment des très bonnes idées et qu'il faut creuser. Donc je vous remercie beaucoup. Vous êtes aussi un très bon relais, excusez-moi, pour tout ce qui est de faire remonter les effets indésirables en pharmacovigilance et à inciter les patients à déclarer eux-mêmes, en les aidant peut-être à le faire, parce que c'est pas toujours facile en effet, ou bien vous-même en étant vous-même déclarant, puisque vous pouvez aussi le faire bien évidemment, ce qui permet aussi de faire remonter des choses qui ne sont peut-être pas encore remontées, en tout cas de stimuler cette déclaration, soit par vous-même, soit par le biais du patient lui-même. Et vous voyez, là aussi, l'exemple est parfait. Hein, nous avions demandé à ce que dans les logiciels d'aide à la dispensation, nous puissions avoir une déclaration normée, un petit peu automatisée, qui permettait d'avoir déjà les informations sur le patient, etc., qui permet de récupérer cette information de façon un petit peu plus exploitable, plutôt que des déclarations, papier, etc. Et donc ça aussi, ça fait partie des enjeux des 5 prochaines années. Il faut profiter de tout ce qui va être le développement du numérique en santé pour améliorer la sécurité,
à la fois de la prescription, de la dispensation, et que les logiciels de médecins et de pharmaciens dialoguent entre eux pour qu'on soit sur les mêmes stratégies et les mêmes types de contrôle. Je pense qu'il y a un enjeu majeur et il y a une opportunité maintenant pour travailler sur ces améliorations de ces sécurités. C'est anormal aujourd'hui que, mais je prends toujours cet exemple qui est assez curieux sur des paquines. Là, moi, j'ai un pop-up qui apparaît chaque fois qu'il y a des paquines qui est dispensé. Mais le pop-up, quand c'est une personne de 80 ans, homme, le pop, il sort aussi. Voilà, donc il ne sert à rien. Voilà, il sert Ça manque un peu d'intelligence. Un petit peu, oui. Pourtant, c'est binaire. Hein. C'est déjà homme-femme. Voilà, c'est pas très intelligent, mais même ça marche pas. Ça doit être accessible à un logiciel, oui. Je crois. Je ne vois plus de main levée, mais j'avais une question, j'ai un peu la réponse, mais le dossier pharmaceutique, M. Bonnefond, est-ce qu'il peut être une aide quelque part ou est-ce que c'est quelque chose qui est totalement inadapté à notre problème à nous? Alors, le dossier pharmaceutique, il n'enregistre que l'historique de dispensation des médicaments. Ça permet de vérifier les antécédents, de vérifier s'il n'y a pas des interactions, de vérifier si un patient a changé de pharmacie, de pouvoir récupérer l'historique de notre pharmacie. Ce qui va être très intéressant, c'est plutôt l'enrichissement du dossier médical partagé. Parce que là, il y aura toute une série d'informations, notamment, voilà, ce qui est intéressant, est-ce que la biologie a été faite? Est-ce que le test de grossesse a été fait? Le pharmacien peut le retrouver dans le DMP. Bien, il sécurise, oui, j'ai vérifié, le test de grossesse a été réalisé, non, il n'a pas été réalisé, je ne veux pas dispenser, est-ce que je peux proposer un autre test de grossesse? Voilà, et ça, je pense que le DMP va enrichir le DMP sur l'historique des médicaments, mais le DMP, c'est là où on peut retrouver toute une série d'informations nous permettant de sécuriser la dispensation. Quand on délivre un antivitamine K, c'est quand même intéressant de savoir si le patient a fait son INR. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas d'information, alors qu'on devrait l'avoir pour sécuriser la dispensation. Donc, ça vaut également pour les autres rétinolies. Je veux juste vous montrer le guide pharmacien, pardon, monsieur Guillaume. Juste, vous verrez à l'écran, le guide pharmacien, il n'y a aucun logo, il n'y a rien, il n'y a pas les logos des laboratoires. Il y a écrit. D'accord, oui, c'est très neutre. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, ce que je veux dire, c'est que s'il est porté, parce que je sais que parfois, c'est compliqué d'avoir tous ces documents envoyés par la poste, autant dire que c'est totalement impossible, ça coûte trop cher. Donc parfois, le relais est pris par les laboratoires. Ça peut être une idée, mais voilà, il faut absolument que, je dirais, il est trop neutre. Il faut mettre NSM dessus, en gros. Ok. Monsieur Bouquet, vous vouliez intervenir, puis je crois que ce sera la dernière question, Monsieur Bonnefond. Oui, moi c'était une question plus une remarque, mais j'ai une coupure au milieu parce que mon son est mauvais, mais sur le DMP, je pense qu'effectivement, là, on a un outil qu'il faudrait utiliser dans les deux sens. C'est-à-dire que le DMP, c'est quelque chose qui a de l'information. Les ordonnances pourraient passer par le DMP s'il était structuré. Pour ceux qui connaissent, d'aujourd'hui, le DMP, c'est un fichier où on empile des documents. Il n'y a aucune structuration dedans. Donc là, il y a un vrai outil qui pourrait être utilisé, mieux que les logiciels de dispensation ou nous, nos logiciels de prescription. On a la même problématique, c'est-à-dire on a des pop-up qui sortent tout le temps à tel point que maintenant on les lit même plus, on coupe. C'est juste qu'il y en a certains qui ont une couleur différente qu'on va regarder parce que c'est des choses plus urgentes. Voilà, ça c'est la réalité du terrain. Donc il y a vraiment un travail à faire de réflexion là sur effectivement de proposition. On est là pour être force de proposition, le CST, mais au niveau du DMP, il peut y avoir un lien qui est que déjà que l'ordonnance ne peut passer que par le DMP, c'est un système informatisé, donc on peut imaginer plein de choses, mais on ne peut la mettre que si on valide que le test de grossesse a été prescrit, que le labo valide que le test de grossesse est fait et qu'il est négatif, et à ce moment-là, ça peut débloquer l'ordonnance et le pharmacien récupère l'ordonnance sur le DMP. En informatique, il n'y a rien de plus simple à faire. Après, il faut des moyens. Mais il y a une vraie piste là, mieux que d'aller investir financièrement dans des pop-up dans tous les logiciels médicaux, je pense. Ok, c'est vrai que ce dossier qu'on commence à voir pointer
des possibilités colossales, et notamment sur ce genre de sécurisation du circuit. Bon, Monsieur Bonnefond, encore une fois, merci beaucoup pour votre présentation extrêmement concrète et pragmatique. Bonne fin d'après-midi, et nous, on va continuer à auditionner les professionnels. Donc, je vais laisser la parole maintenant au professeur Bello-Barry de Bordeaux et au docteur Florence Courgibet de Dijon. Donc, Florence Courgibet qui est médecin libéral et Madame Bello-Barry qui est médecin hospitalier pour donner le point de vue de la Société française de dermatologie sur le problème qui nous préoccupe aujourd'hui. Je pense que c'est Florence qui commence apparemment. Non, c'est Marie. C'est Marie. Il n'y a pas de problème. Marie, vas-y. Donc bonjour à tous. Donc on va apporter notre point de vue à la fois en tant que professionnel dermatologue, mais également au nom de la Société française de dermatologie. Donc je suis vice-présidente de la Société française de dermatologie et également vice-présidente du centre de preuve de la Société française de dermatologie. Donc comme cela a été rappelé en début, c'est vrai que la communauté dermatologique a accompagné les agences et la mise en place et le renforcement de mesures de sécurité, de prévention, a initié avec la HAS des recommandations. Donc Bernard Guillot a rappelé qu'il avait été le président de ces recommandations et donc la SFD a eu à cœur de diffuser ces recommandations, bien sûr à travers les publications, mais aussi avec des outils pratiques d'algorithmes interactifs sur le site professionnel de la SFD et plus récemment avec une web application utilisable sur smartphone pour les professionnels de santé pour avoir un algorithme vraiment face à un patient donné pour un choix thérapeutique selon son type d'acné. Alors cet engagement, c'est en cohérence avec l'intérêt de la molécule et sa place dans la stratégie thérapeutique. Donc, comme ça a été rappelé, ça a une place particulière. C'est le seul traitement potentiellement curatif des acnés sévères, donc prescrit après échec des cyclines et parfois, comme souligné dans les recommandations de la SFD, parfois en première intention, dans des acnés extrêmement sévères, inflammatoires, avec un risque cicatriciel majeur. Alors, les dermatologues, dans leur majorité, ils ont une bonne connaissance des risques de cette molécule et du caractère impératif de certaines mesures, telles que la contraception, qui est non négociable. Et c'est vrai que dans notre expérience, c'est parfois une négociation un peu ardue, donc pas négociable, même si jeune adolescent et même si, entre guillemets, pas de rapport. Alors, le risque potentiel psychiatrique a été discuté ce matin avec son caractère assez imprévisible et individuel dépendant, les liens complexes entre l'acné, l'adolescence, le contexte et la molécule elle-même. Alors, tout ceci ne doit pas être éludé, doit bien sûr être abordé dès l'initiation et tout au long de la prescription. Alors, à côté de ces risques, eh bien, cet accompagnement ne doit pas oublier, et donc l'association de patients l'a souligné aussi, la sécheresse cutanée-muqueuse qui est inhérente à l'action même de la molécule. Donc, nous, dermatologues, on est assez sensibilisés à ce point-là, mais le patient encore plus, parce que vraiment, ça peut être une source de souffrance et de difficulté pour les patients. Et donc, il faut pouvoir savoir l'aborder, la prévenir et presque fournir un kit de prescription associé à l'isotrétinoïne, que ça soit en crème hydratante pour les lèvres, également la sécheresse muqueuse génitale, et donc savoir quoi prescrire pour ces patients-là. Et donc penser aussi à certains points pratiques pour les adolescents sportifs, et donc j'y reviendrai dans les propositions après que Florence Courgibet ait pris la parole. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas un traitement prescrit à la légère, c'est vraiment un engagement qui fait que ce n'est pas une prescription simple. Quand on décide de prescrire de l'isotrétinoïne, on sait que ce n'est pas en général pas la première consultation. En général, il y a une première consultation, ne serait-ce que parce que parfois la contraception n'est pas mise en place, ou parce qu'on a besoin d'avoir vraiment un accord et une décision éclairée. On voit qu'il y a des choses sans doute à améliorer, en particulier dans la forme, nous, professionnels de santé, avec les patients. On doit aussi mettre en place, si ce n'est fait, un contact avec les professionnels de santé. Alors, s'il n'y a pas de contraception, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de dermatologues qui prescrivent une contraception, mais pas tous, loin de là. Et donc, savoir que
l'adolescente voit sa gynécologue ou son gynécologue pour prescrire sa contraception. Savoir, soit en amont, soit au cours du traitement, avoir un contact pour un avis psychiatrique éventuel. Donc là aussi, ce n'est pas toujours facile à mettre en place. Le relais avec le médecin traitant, moi je dirais plutôt que c'est l'information, parce que ce n'est pas forcément pour le renouvellement du traitement, mais pour qu'il soit informé. Et puis, un engagement en termes de suivi, c'est-à-dire que on s'engage quand même pour des mois de traitement. Alors, j'ai entendu qu'il y avait des prescriptions très longues qui ont été décrites. Moi, je parle plutôt de prescriptions de l'ordre de 6 mois, mais aussi après la prescription, de savoir finalement que va devenir le patient. Donc, je rediscuterai des propositions à faire pour améliorer ça à la fin, mais c'est vrai que c'est un traitement qui reste incontournable pour des acnés sévères et rebelles. C'est actuellement le seul traitement pour ces acnés-là. Alors, c'est prescrit dans une minorité de cas en milieu hospitalier. Donc, c'est ce que je fais. C'est surtout des acnés extrêmement sévères où on redoute en particulier des poussées en début de traitement. Et moi, personnellement, je suis ces patients jusqu'au bout et je les vois d'ailleurs filles ou garçons tous les mois. Mais en milieu libéral, c'est vrai que c'est une molécule qui est très utilisée aussi et avec une prescription qui doit être adaptée. Donc, je passe la parole à Florence Corgibet. Merci Marie. Donc, Florence, tu as la parole et puis on discutera globalement quand vous aurez fini votre présentation, bien sûr. Vous m'entendez? Voilà. Donc, effectivement, moi, je parle au nom de la partie libérale de la Société française de dermatologie et j'appartiens également aussi au centre de preuve qui a donc élaboré les recommandations pour l'acné. Alors, en libéral, je veux dire qu'on a vraiment deux types de prescriptions et deux profils différents de patients. Il y a bien sûr ces adolescents qui ont des acnés extrêmement étendus, qui ont un impact majeur sur leur vie, qui est en train de s'installer, les rapports avec les autres. Et il y a une détresse très importante qui fait que c'est quasiment une urgence. Et puis, on a par contre tout un autre profil de patients, en général des femmes plus âgées qui ont entre 20, 25 ans, 30 ans, qui ont tout essayé, qui sont au bout de tous les traitements, qui sont véritablement extrêmement impactées, même si leur acné est nettement moins spectaculaire, même si elles ne sont pas défigurées, elles Je la passe à... peut-être. Ah, c'est bon. C'est bon, voilà. Et donc je redis, comme disait Marie, que vraiment un dermatologue ne s'engage pas du tout à la légère dans cette prescription. Il sait que ça va lui demander beaucoup de temps. Il sait qu'il va falloir énormément personnaliser la prescription. Et effectivement, on aborde d'emblée tous les différents effets secondaires. Je trouve même que parfois on parle trop des effets secondaires et qu'on ne parle pas assez du bénéfice qu'on va avoir dans cette prescription. Et ces effets secondaires, ils sont souvent prévisibles en fonction du contexte. Donc, on insistera sur les effets musculo-squelettiques chez le grand sportif. On insistera sur les problèmes oculaires s'il y a déjà une sécheresse oculaire, s'il y a un port de lentilles. On évoquera la possibilité d'une consultation ophtalmologique au cours du traitement. On insistera bien sûr sur le dessèchement cutané. Une composante dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est la poussée d'acné au démarrage qui effraie beaucoup les personnes, qui existent, qui arrivent et qui nécessitent parfois des consultations plus fréquentes que tous les mois. Il y a certaines acnés vraiment nodulo-kystiques que l'on voit tous les 15 jours au démarrage, des nettoyages de peau et un accompagnement. Bien sûr, le dessèchement cutané, etc. Et puis, ce que je vais appeler la fatigue psychologique, c'est-à-dire qu'on insiste tout de suite sur une alerte au moindre changement d'humeur, les sautes d'humeur, une irritabilité, une sorte d'agressivité. Et en fait, le but est que tous ces petits signes soient d'emblée réattribués par le patient et par sa famille à la prescription d'isotrétinoïne, que donc nous en soyons directement et les premiers concernés et prévenus, et nos secrétaires et nos assistantes vraiment ne laissent passer aucun message d'un patient sous ISO, elles nous préviennent à chaque fois et on rappelle vraiment les gens pour pouvoir ensuite ou stopper ou adapter ou recadrer la prescription. Alors, on n'est pas tout seul dans ce circuit, il y avait une vraie procédure qui a été détaillée, les courriers de liaison avec en particulier le gynécologue ou le médecin généraliste, le médecin traitant qui est tout à fait capable de prescrire, de modifier ou de surveiller une contraception adaptée. Ce courrier de liaison nous permet également aussi de confier épisodiquement le renouvellement, parce que nous avons beaucoup de patients, on a parlé pas mal du désert médical, mais il y a beaucoup de patients qui viennent de très loin,
qui font 100 km, 200 km et qui ne peuvent pas obligatoirement venir pour des tas de raisons, dont des raisons économiques, tous les mois, voire faire le déplacement pour voir le dermatologue. Donc, nous sommes contents d'avoir le relais du médecin généraliste et nous lui confions cette lettre de liaison. Et puis, dernier verrou, le pharmacien. Moi, j'avoue que j'insiste que dès que l'ordonnance est faite, on passe directement à la pharmacie. C'est fait dans la foulée puisqu'ils se sont déplacés, ils prennent le traitement directement. Et ce dernier verrou du pharmacien est vraiment important. Dans mon expérience, je dirais que peut-être le point faible de cette prescription, c'est probablement la fin du traitement. C'est une prescription qui est extrêmement saisonnière, donc quand ça se termine, c'est un peu l'été. L'acné est tout à fait contrôlée. Les patients n'ont pratiquement plus d'effets secondaires parce qu'ils sont habitués, ils connaissent et ils sont habitués à gérer. Et bien que la prescription du test de grossesse soit fait, bien que le rendez-vous de fin de consultation soit donné, eh bien, probablement qu'il y a une partie non négligeable que malheureusement nous ne maîtrisons pas, qui n'honore pas le test de grossesse et qui n'honore pas le rendez-vous de fin de traitement. Donc, il faut absolument qu'on anticipe à l'avant-dernière consultation, au moment où on parle de l'arrêt, pour insister. C'est peut-être là le maillon faible. Peut-être Marie pourra nous donner nos pistes pour améliorer ce point. Merci beaucoup, Florence. Donc, si j'ai bien compris, c'est Marie qui reprend la parole. Rebondis sur les outils. Donc, il y a ceux qui ont été discutés, qui sont incontournables et non modifiables, mais c'est vrai qu'ils sont parfois peu adaptés à une population jeune et ils ne sont pas lus. Ils ne sont pas lus et donc il faut qu'on essaie de faire mieux. Donc moi j'ai aussi, comme vous, beaucoup apprécié la présentation de M. Martineau pour la Fédération française de la peau et également de Mme Réby. Donc je pense qu'effectivement les QR codes sur des boîtes, mais aussi sur les carnets patients, ça peut être utile. Alors le tout c'est de savoir le QR code vers quoi il amène. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait des liens sur des fiches pratiques, des petites fiches très courtes, une page recto vraiment maximum, mais sur des fiches pratiques sur quoi? Sur le quotidien des patients. C'est-à-dire, je fais du sport, qu'est-ce que va faire mon traitement? J'ai la peau sèche, qu'est-ce que je dois faire? Je suis gênée dans mes rapports sexuels parce que j'ai la muqueuse génitale sèche, qu'est-ce que je dois faire? Des petites choses très pratiques et des conseils finalement pour les patients sous traitement. Qu'il puisse y avoir aussi la proposition d'une inscription sur un site de suivi du traitement, comme on le fait dans d'autres pathologies, avec éventuellement des envois de SMS pour rappeler des rendez-vous, rappeler la contraception, rappeler les tests, mais aussi, donc il n'y a pas que les femmes, c'est aussi les coordonnées des médecins, le contact, on parlait tout à l'heure de coordonnées aussi de CMP ou de planning familial, donc ça aussi ça peut être utile, la déclaration possible par le patient d'effets secondaires, et puis également, moi j'ai bien aimé aussi la notion de vidéo motion pour, au-delà des fiches pratiques, d'avoir vraiment des tout petits dessins animés ou petits films expliquant ces effets secondaires et surtout ces conseils. Donc, au-delà de ça, bien sûr, il y a la coordination interprofessionnelle et peut-être qu'il y a des outils pour nous y aider. On en a un petit peu parlé avec la pharmacie. C'est vrai qu'il y a la problématique de l'accessibilité du dermatologue en termes géographiques, comme ça a été dit, et économiques. Et le développement de la téléconsultation est aussi peut-être aussi une aide, mais ça ne doit en aucun cas faire qu'on ne prescrit pas de test de grossesse. Bien sûr, on doit voir le test de grossesse, voir tous les éléments importants et avoir une vraie téléconsultation, une vraie discussion avec le patient et les parents, parce que ce n'est pas juste un dialogue, c'est souvent une discussion à plusieurs, à 3, à 4, et parfois complexe quand les parents ne sont pas ensemble. Voilà nos propositions. Merci beaucoup à toutes les deux pour d'avoir cette présentation de votre expérience et puis ces propositions dont on voit quand même que beaucoup de choses se recoupent entre les différentes interventions. Et bon, ce qui a un petit côté rassurant et devrait nous permettre d'avancer sur du concret tout à l'heure et dans les semaines qui viennent. Donc, je vois déjà des mains levées. Monsieur Mazins, je vous laisse la parole et je cherche d'autres mains. Allez-y, monsieur Mazins. Oui, bonjour, je vous remercie pour ces présentations. Bon, une réaction avant de poser une question très précise. Moi, je suis un peu choqué quand même parce que j'ai vraiment l'impression à vous écouter qu'il n'y a pas trop de soucis, excepté l'information des personnes.
C'est pas mon analyse, on en rediscutera, mais c'est une réaction un peu plus globale. Je pense qu'il n'y a pas que la problématique d'information des personnes, il y a une problématique aussi qui se situe au niveau des professionnels. J'ai une question très simple et très pratique sur ce point. Vous mentionnez l'ensemble du suivi et de l'information qui est faite aux personnes avant la prescription et pendant le traitement. Donc, il y a un sujet autour de la grossesse qui est assez bien situé. Il y a un problème, mais le sujet est assez bien situé. Au niveau psychologique, je trouve qu'il y a quand même un élément complémentaire à prendre en compte, et je m'interroge sur votre capacité à pouvoir le faire, à savoir le fait que les personnes qui sont en détresse psychologique ont quand même une difficulté à identifier leurs problèmes. Donc, je m'interrogeais sur de quelle façon vous pouvez identifier le problème et l'aborder avec votre patient ou votre patiente. Merci. Je vous laisse répondre. Je ne sais pas à qui de vous je peux commencer juste à Marie. répondre. Florence complétera. Donc, on n'a jamais dit que c'était simple et que tout était dans le meilleur des mondes. C'est justement une prescription qui est complexe et qui est longue. Donc, ça, c'est vraiment important. Alors, on ne se prétend pas ni être gynéco, ni psychiatre, ni ophtalmo, ni rien du tout. On est chacun à ses capacités. On doit prendre le temps de cette discussion, qui souvent est une discussion longue, et c'est vrai qu'on a aussi des échelles qui peuvent nous permettre de dépister un certain nombre de choses, mais c'est là où je parlais de la coopération interprofessionnelle et de savoir pouvoir faire appel à un collègue psychiatre en amont pendant le traitement. Donc, on ne se prétend pas être à même de dépister et surtout de prendre en charge un dépistage peut-être, mais très en amont. Et puis ensuite, la prise en charge, ce n'est pas nous qui allons la faire. En tout cas, moi, dans mon expérience, si j'ai un sentiment qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, on discute avec l'adolescent ou l'adolescente, ses parents, etc., on fait souvent des suspensions de traitement le temps de résoudre ce problème-là. Oui, je peux rajouter, si on m'entend. Oui, Est-ce qu'on m'entend ? Oui, je peux rajouter que c'était quand même un problème. C'est effectivement un médicament qui a plus de 30 ans. C'était un problème qui n'était absolument pas abordé pendant très longtemps. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas les mêmes effets secondaires ? Est-ce que ce n'était pas les mêmes doses ? Est-ce que ce n'était pas la même durée de traitement ? On a vu quand même beaucoup de différences depuis que tous ces effets psychologiques sont j'allais dire, médiatisés. Et c'est parfait. Et on ne conçoit plus maintenant aborder l'hypothèse de ce traitement sans parler immédiatement de ce problème. C'est-à-dire que de toute façon, les jeunes le savent, le connaissent, et ce problème. Et d'emblée, c'est le premier sujet qui vient sur le métier. Et effectivement, notre expérience à nous, c'est que les jeunes sont tellement transformés sur le plan cutané que même s'il y a un problème de baisse de morale, temporaire, de choses comme ça, ils sont tellement améliorés sur le plan cutané, ils disent tellement ça fait du bien que véritablement c'est compensé. Mais c'est pourquoi les seules préoccupations, enfin la seule façon d'aborder ce problème est d'assurer le suivi, d'être à l'écoute et d'être très présent et de le dire d'emblée en disant il y a des problèmes possibles. Alors, classiquement également aussi, on a dit qu'on s'adaptait beaucoup au contexte. On ne va pas démarrer ce type de traitement quand ils sont en prépa et qu'ils vont passer leurs examens, tous leurs concours d'entrée dans les grandes écoles au mois de mai. On choisira un autre moment. On ne va pas choisir un moment de grosse pression professionnelle. Et puis, dès qu'on sent, je me souviens d'un jeune qui m'a dit j'ai une addiction aux jeux vidéo et je ne voudrais pas y retomber, etc. On commence à des toutes petites doses. On peut demander s'ils sont suivis, on doit demander s'ils sont suivis l'avis de leur psychologue, psychiatre, psychothérapeute, bien évidemment. Mais souvent, ils ne sont pas suivis. Mais effectivement, on aborde d'emblée ce problème et on a l'impression que c'est un problème qui est aussi lié à la dose et commencer à des toutes petites doses en disant on est à l'écoute et le moindre souci, de toute façon, vous stoppez cette molécule et vous nous prévenez. Alors après, peut-être qu'on pourrait améliorer en précisant des échelles de qualité de vie au démarrage ou des choses comme ça.
Alors, peut-être Marie Tournier, avec ta qualification de psychiatre, peut-être tu veux enchaîner sur ce même sujet. Enfin, en tout cas, tu as levé la main, donc Merci Bernard. Merci de vos interventions. C'est vrai que, alors, cet effet dose, je crois que vous êtes la première à en parler. Il y a vraiment un effet dose sur les effets psychiatriques. Je ne l'ai pas lu et vous êtes la première à en parler là. Tous les effets secondaires de l'isotrétinoïne sont tout de même fortement liés à la dose. Et on a l'impression que quand on démarre à des toutes petites doses, on diminue aussi Il y a une accumulation probablement de l'effet pharmacologique de l'isotrétinoïne, mais également de toutes les difficultés du démarrage et de l'importance des effets secondaires autres, du dessèchement, du retentissement sur les muqueuses, de la poussée du démarrage. Et c'est vrai que les 2-3 premiers mois sont souvent assez laborieux. Donc, si on rajoute une sorte de déception au démarrage du traitement avec des effets secondaires forts, probablement on en rajoute sur le plan psychologique. Donc, je crois que si on sent que le jeune est en difficulté, si on sent qu'il faut quand même faire ce traitement, des doses prudentes sont probablement mieux tolérées au démarrage. Moi, je m'interrogeais quand même sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la Fédération française de la peau, c'est donc là pour le coup, du côté des usagers, c'est très compliqué pour les médecins qui ne sont pas psychiatres de poser des questions sur les troubles psychiatriques parce qu'en réalité, ce dont on est en train de parler, ce n'est pas de la fatigue psychologique, ce n'est pas des petits problèmes psychologiques, on est en train de parler de troubles psychiatriques. Et je pense qu'il faut, c'est mieux quand on pose le mot. Et je crois que ce n'est pas simple pour les médecins qui ne sont pas psychiatres, en tout cas c'est des choses que nous on a pu voir, de poser des questions vraiment sur les troubles psychiatriques. Et ce n'est pas simple de demander à un patient s'il a des idées suicidaires. Dans des tas d'études qui ont été faites, même chez des médecins généralistes, on se rend compte que ce n'est pas forcément chez des gens qui sont les plus à risque qu'on pose la question. Et parce que c'est aussi une information dont on ne sait pas trop quoi faire une fois qu'on l'a. Et donc, ma première question, c'était ça, c'est est-ce que vous pensez que les dermatos sont suffisamment entraînés, suffisamment aguerris pour poser cette question? Et ce n'est pas du tout une accusation, c'est que je sais que c'est compliqué pour tous les médecins qui ne sont pas psychiatres et quand on n'a pas ce type de pratique, et nous on pose la question tous les jours et on s'est habitué, mais on voit bien que, par exemple, avec nos étudiants en médecine, ils ont du mal à passer ce pas. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, vous avez, comme vous l'avez dit, un outil à disposition. C'est un outil qui, en fait, est, je crois, à destination des adolescents. Est-ce qu'il est utilisé? Est-ce qu'il est suffisamment performant? Est-ce qu'on peut aider en essayant de mettre d'autres outils à disposition? Alors, vous parlez de l'échelle, enfin du questionnaire qui aborde, avez-vous des idées noires, effectivement, avez-vous déjà des idées suicidaires, etc. Je pense qu'il n'est pas systématiquement, je vais dire, administré, comme on dit, aux patients. On contourne souvent les choses, peut-être par effectivement la difficulté de dire d'emblée, est-ce que vous avez des idées suicidaires? On ne vous entend plus à nouveau. On t'entend plus? On t'entend plus, Florence. On t'entend plus. Bon, je vais prendre le relais de Florence, si vous m'entendez, pour dire que je suis d'accord avec elle. C'est vrai qu'il n'est pas systématiquement proposé aux patients, il l'est parfois, mais en tout cas, il nous a été utile pour voir les items qui y sont abordés et justement pour ce que vous avez dit, pouvoir apprendre et ne pas hésiter à parler, à dire le mot suicide, lire le mot idée, enfin idée noire, suicide, quand même d'en parler dès le départ et d'y revenir quand même assez souvent au cours de la consultation, bien sûr en adaptant selon le contexte. Mais si je peux reparler, en fait, le mot il est souvent prononcé par les parents et par les enfants parce qu'ils nous disent oui mais c'est le médicament qui fait qu'on se suicide. Voilà, il y a effectivement cette information-là. Et donc, là, c'est le moment où, effectivement, on aborde les choses. Mais c'est un moment délicat, on ne le cache pas. Oui, mais pour qu'ils en parlent, c'est qu'ils ne sont pas encore trop dedans. Vous voyez, c'est qu'ils ont encore le recul nécessaire et ça veut dire qu'ils ne sont pas trop dedans. Et souvent, les gens, ils ont honte d'avoir des idées suicidaires. Donc, ce n'est pas certain qu'ils en parlent de manière spontanée. Si on pose la question, ça veut dire que c'est possible, vous voyez. Et c'est important de savoir poser la question et c'est pas simple. Voilà.
Il y a une autre composante, c'est qu'on les voit aussi avec les parents et qu'il n'est pas toujours facile d'aborder ça avec les parents. Donc, la façon de contourner les choses est souvent de commencer avec les parents, effectivement. Et puis, on dit, de toute façon, vous allez revenir le temps de faire la prise de sang, etc. Vous revenez dans 15 jours, un mois, voilà. Mais là, c'est pas la peine, je peux voir le jeune homme tout seul et c'est pas la peine que ses parents l'accompagnent. Et peut-être que là, dans la deuxième consultation, on pourra plus facilement poser la question d'emblée. Carrément. Mais c'est vrai que le filtre d'accompagnement avec les parents n'est pas toujours simple. Et la consultation ne se fait pas toujours très facilement. Parce que souvent, les jeunes et les parents ne sont pas d'accord sur la prescription, sur l'indication. D'accord. Donc, c'est des fois un peu conflictueux entre les deux. J'ai une dernière question. En fait, dans une étude qu'on nous a montrée ce matin, qui a été faite sur la SNDS, les personnes qui ont un antécédent psychiatrique, c'est moins de 8% de la population qui reçoit l'isotrétinoïne, mais c'est plus de 50% de ceux qui font des gestes suicidaires. Est-ce que ça pourrait être utile de demander un avis psychiatrique systématique dans les cas d'antécédents psychiatriques? S'il y a un antécédent psychiatrique, moi personnellement, c'est systématique et je pense que la majorité des collègues, c'est systématique. Justement parce que si on a entre guillemets un risque préidentifié, on n'a pas envie vraiment de prendre de risques dans notre prescription. Donc, moi, c'est quasi systématique, même c'est systématique en tout cas quand il y a un antécédent. Et même s'il n'y a pas d'antécédent, si moi, avec mes capacités de dermatologue, posant effectivement des questions inspirées de l'aide au questionnaire, je sens qu'il y a une difficulté, j'essaie d'avoir vraiment un avis psychiatrique avant de mettre en place le traitement. Et je sensibilise les parents et l'adolescent. D'accord. Alors, on fait de même, effectivement, et c'est bien plus facile d'ailleurs parce qu'il y a déjà un contact avec un psychiatre. Parce qu'effectivement, on n'a pas beaucoup de… Autant on a beaucoup de liens avec le gynécologue, avec le médecin généraliste, avec un psychiatre, c'est un peu plus… Ça ne va pas tout à fait dans notre champ d'action. Et effectivement, on en profite. Dès qu'il y a quelqu'un qui est dans l'entourage du jeune homme, on en profite pour lui demander son avis, qui assez souvent est négatif. Ça peut être la difficulté de trouver un psychiatre justement si il ou elle n'est pas suivi. Ça peut être une difficulté et là on aurait besoin peut-être d'une aide, d'un circuit facilité pour y répondre. Sûrement. J'ai une question. Je vais les réponses à tout. Je vais laisser Madame Dumarcet, vous voulez intervenir? Non? Oui, juste je voulais demander à nos collègues dermatologues, puisqu'ils suivent les jeunes filles tous les mois à cause de la mise en place de la contraception. Les jeunes garçons, à quel rythme à peu près vous les suivez? Est-ce que c'est une question pour laquelle vous pouvez répondre? Je peux prendre la parole pour le suivi en ville. Ça dépend vraiment de l'importance de l'acné. Et donc, si l'acné n'est pas très, très importante, ils viennent à peu près tous les 2 mois. Ils ne viennent pas tous les mois obligatoirement. Si l'acné est très importante, j'allais dire, on les verra presque au début tous les 15 jours à cause de ce risque de poussée, etc. Donc, on s'adapte un petit peu en fonction du contexte de l'acné. Marie, tu vois sans doute des acnés beaucoup plus sévères, donc tu les vois tous les mois. Je pense, donc je les vois systématiquement tous les mois et parfois au début tous les 10-15 jours. Ok, on avait encore 2 questions, ça m'ennuie toujours de couper les questions, donc on va les prendre même. C'est M. Bouquet par ordre chronologique, puis Valérie Garnier. Donc, M. Bouquet, allez-y. Moi j'avais une question, merci pour votre présentation, il y a beaucoup d'infos intéressantes. On voit que vous sensibilisez au problème et que vous êtes très carré dans ce que vous faites. Les chiffres qu'on a eu ce matin, malheureusement, nous montrent un peu le contraire. Quand on voit que 50% des gens qui ont des rétinoïdes n'ont pas eu de traitement de première intention avant, quand on prend les chiffres de la sécurité sociale sur la base des remboursements, c'est comment peut-on faire justement pour inciter… alors, je peux parler pour ma paroisse en tant que généraliste, pareil, des fois j'ai un peu honte quand je vois les chiffres sortis et je ne les comprends pas bien. Comment on peut faire, à votre avis, pour pousser justement les dermatologues à voir ce que vous avez, c'est-à-dire cette relation avec le médecin traitant, cette relation avec le ou la jeune
et dans l'explication que vous mettez en place, qui paraît extrêmement importante. On écoutait, alors je ne sais pas si vous étiez là ce matin, mais le témoignage de la maman qui expliquait l'histoire de son fils qui s'est suicidé, clairement, il y a eu un vrai problème de prise en charge. Peut-être qu'il se serait suicidé quand même, hein, on n'en sait rien. Mais clairement, il y a eu un vrai problème de prise en charge, de détection, de renouvellement par téléphone, si j'ai bien entendu. Et vous avez pas, enfin, on sait que ce n'est pas un cas isolé. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vos confrères dermatologues comprennent cette importance et jouent le jeu dans ce cadre-là de cette prescription? Je précise juste qu'on était en plein Covid et qu'on était en confinement et que c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu non plus la consultation chez le dermatologue ou le médecin généraliste. On était en plein confinement au mois d'avril. J'insiste aussi sur le fait que ça ne doit pas être une consultation par téléphone, mais une vraie téléconsultation digne de ce nom. Pour revenir à votre question, alors c'est vrai que dans les données qui ont été présentées, la moitié des patients n'avaient pas eu dans l'année qui précède des cyclines, peut-être en avait-il eu avant. C'est vrai aussi que dans des acnés extrêmement sévères, on peut discuter la mise en route de l'isotrétinoïne en première intention. Mais voilà, comment améliorer les choses? Améliorer les choses en continuant à creuser notre sillon, c'est-à-dire vraiment donner de l'information, faire des outils les plus pratiques possibles. Donc, c'est ce qu'on a fait avec le centre de preuve et la Société française avec des algorithmes interactifs, des applications pour vraiment toujours avoir ces stratégies qui soient les plus claires possibles. Merci. Donc, la dernière... C'est bon. Monsieur Bouquet, vous avez eu votre réponse. Oui, c'est très bien. Parfait. Valérie Garnier. Valérie, vas-y. J'en ai fait mon micro. Oui, ce matin, l'enquête EpiPhare a montré que c'était vraiment les dermatologues qui étaient dans la boucle de l'initiation, mais également des renouvellements. La question, je reviens toujours sur un peu mon cheval de bataille, c'est-à-dire la coopération interprofessionnelle, parce que autant avec un médecin traitant qui sera dans notre proximité géographique, le relationnel pourra se faire plus facilement, autant c'est plus difficile avec les dermatologues. Alors donc, je voulais savoir si vous parliez d'un cas de liaison avec les autres médecins qui pourraient entourer le patient, mais en fait, le pharmacien qui est pourtant le dernier rempart entre le patient et son médicament, c'est nous qui leur donnons le médicament. On est un peu en aveugle là-dessus parce qu'effectivement, on reçoit le carnet qui a été tamponné par le médecin dermatologue pour dire que le test a bien été fait. On est obligé de surveiller nos réglementations avec l'ordonnance, etc., qui ne doit pas avoir plus d'une semaine. Mais on est un peu en aveugle, je dirais, parce qu'on n'a pas de descente d'informations de la part des dermatologues prescripteurs. Et inversement, je dirais que ce relationnel serait également intéressant dans l'autre sens, parce que on reçoit les jeunes dans un contexte différent qui les associe moins à quelque chose de médicalisé. On reçoit souvent également les familles. Donc, on a des éléments qui nous sont parfois remontés et qu'on pourrait à notre tour faire remonter. Moi, j'ai eu un témoignage qui me vient à l'esprit de quelqu'un qui disait oui, quand ma dermatologue me demande si ça va, je dis oui, ça va très bien parce que j'ai qu'une peur. J'ai tellement eu le chemin du combattant pour arriver enfin à cette isotrétinoïne que surtout, je ne veux pas que ça s'arrête. Donc, oui, tout va bien, tout va bien. Voilà, donc c'est ce relationnel dans les deux sens qui serait peut-être intéressant de formaliser d'une manière simple, sans encore rajouter avec des papiers supplémentaires. Enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Je pense que le rôle du pharmacien est tout à fait essentiel. Il fait partie des professionnels de santé. Et c'est vrai avec cet échange d'informations. Donc, pas avoir trop de contraintes, mais c'est vrai, arriver, c'est peut-être, ça c'est vous qui allez brainstormer là-dessus, mais trouver des outils peut-être de communication qui pourraient peut-être, je ne sais pas, s'intégrer dans ce site d'inscription du patient. Et puis aussi que le pharmacien puisse aussi renvoyer vers ces outils d'information faciles à trouver. Donc, oui, ça tout à fait, je suis parfaitement d'accord et il y a vraiment un rôle très important
du pharmacien et du lien pharmacien-dermatologue, dermatologue-pharmacien. Donc, on serait très intéressé de retour d'informations. C'est vrai qu'on n'en a pas suffisamment et il faudrait développer ça. Si je peux rajouter un petit détail, l'expérience que vous citez du jeune qui ne veut absolument pas qu'on arrête le traitement. Ça y est, c'est bon? Oui. Donc, je disais qu'on a cette expérience-là de jeunes qui ne veulent pas arrêter le traitement alors qu'ils ne se sentent pas bien. Et c'est pareil, c'est toute une négociation. Hein. Oui, ça oui. Parce qu'ils sentent que le médicament ne leur convient pas trop, mais ils sont tellement améliorés, ils n'ont qu'une peur, c'est que l'acné revienne. Et là, c'est une discussion difficile. Et effectivement, des fois, on nous le dit, et puis parfois, que quelqu'un d'autre nous le dise, comme le pharmacien, téléphone en disant vraiment, il ne va pas bien du tout, etc. On est preneur. Hein. Au-delà de ça, il y a aussi tous les conseils de pharmaciens sur tout l'accompagnement de cette fameuse sécheresse cutanéo-muqueuse qui parfois pourrit la vie quand même en début de traitement. Et ça, il y a un rôle important aussi. Oui, les larmes artificielles, les lubrifiants. Ok, bon, je pense qu'on a épuisé largement le temps pour vos présentations. Merci Marie, merci Florence pour vos présentations et vos contributions pratiques. Donc, on va écouter maintenant la dernière audition, qui est donc Madame Isabelle Héron, qui représente la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale. Donc, Madame Héron, je vais vous laisser la parole. Toujours pareil, donc un temps de présentation, puis un temps de discussion qui était prévu de 15 minutes au total. Je vous laisse la parole. Merci à vous. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ? On vous entend parfaitement. D'accord. Bonjour à tous. Alors, avant de démarrer, je voudrais d'abord vous remercier au nom de la Fédération. Je voudrais remercier le comité scientifique, en particulier le docteur Lise Duranton, de m'avoir invité à participer à cette réflexion sur la survenue des grossesses sous isotrétinoïne et qui soulève pour nous, gynécologues, en fait, le problème de la contraception et de ses échecs. Alors, je ne parlerai pas forcément des échecs, mais surtout des limites de la contraception. Alors, c'est vrai que malgré des outils très pertinents que j'ai relus avec attention parce que j'en avais pas forcément encore vraiment connaissance, c'est un cadre très strict. C'est vrai qu'on est interrogé par la persistance d'un nombre non négligeable de grossesses, mais surtout, ce qui m'interpelle, c'est que ce taux ne baisse pas, avec notamment dans la tranche d'âge des 20-35 ans. Et donc, le but, c'est vraiment d'essayer de trouver des pistes d'amélioration et je vais vous en apporter quelques-unes. Alors donc, à la lecture du rapport du CRPV, en fait, je pense qu'il faut distinguer deux principales tranches d'âge. La contraception de l'adolescente, c'est-à-dire de la jeune femme de 15 à 19 ans, et puis la contraception, je dirais, de la jeune adulte à partir de 20 ans et de la femme d'âge mûr. La contraception de l'adolescente, elle est souvent une primo-contraception. Je pense qu'elle est plus souvent prescrite par le médecin généraliste et donc là je pense que le médecin généraliste a est un acteur majeur dans l'initiation de la contraception et dans cette prescription. J'ai interrogé les dermatologues avec lesquels je travaille. Manifestement, elle est pas forcément initiée par le dermatologue et ça dépend des habitudes de chacun. En tout cas, il y a des dermatologues qui initient la contraception et d'autres qui préfèrent que ce soit le médecin généraliste, soit le gynécologue. En tout cas, dans cette tranche d'âge de 15-19 ans, en l'absence de contre-indication vasculaire, la contraception de choix, c'est la contraception œstroprogestative, puisqu'elle a un très bon indice de perles et qu'en plus, elle est dans l'ensemble bien tolérée. C'est difficile chez une jeune femme en fait, qui n'a jamais eu de rapport, évidemment, de poser un stérilet. Et puis pour celle qui a eu quelques rapports, c'est aussi difficile de poser un stérilet, puisque c'est un geste qui est quand même qui est agressif. Et vous savez que maintenant, chez des jeunes adolescentes, en tout cas, on ne fait pas d'examen gynécologique systématique, même si elles ont eu des rapports, s'il n'y a pas de point d'appel particulier. En tout cas, on n'oblige pas les patientes à avoir un examen gynécologique. Il faut vraiment que ce soit en accord avec elles. La contraception après 20 ans, en fait, la contraception œstroprogestative de l'adolescente, elle ne pose pas trop de problèmes. Ce qui nous pose le plus de problèmes actuellement, et en fait, ça rejoint finalement les tranches d'âge avec le taux de grossesse le plus important qu'on constate et qui est quand même assez calqué sur le rapport de l'adresse avec un taux d'IVG plus important entre 25 et 35 ans. C'est qu'en fait, elle est plus difficile à mettre en place parce qu'en fait, il y a un mouvement anti-hormones très important actuellement qui est alimenté par les réseaux sociaux.
Et en fait, les jeunes femmes délaissent beaucoup la contraception hormonale. Et donc, elles ne mesurent pas leur potentiel de fertilité. Et donc, finalement, elles privilégient il faut, chez ces patientes-là, c'est chez ces jeunes adultes qui ont souvent quand même une vie sexuelle, privilégier les contraceptions de longue durée d'action, telles que le stérilet ou bien l'implant. En tout cas, c'est vrai que ce sont des échanges difficiles avec ces jeunes femmes qui arrivent en consultation et qui disent de principe, de toute façon, moi, je ne veux plus d'hormones, je veux arrêter ma contraception hormonale. Alors, j'ai donc questionné un peu mes collègues gynécologues, puisque je me fais en fait la parole des gynécologues libéraux et puis aussi les dermatologues avec lesquels je travaille pour un peu mieux appréhender leur pratique. Ce que j'ai retenu des gynécologues, c'est qu'aucun ne prescrivent ne renouvelle le traitement d'isotrétinoïdes, ça c'est une certitude. En fonction des régions et en fonction de la démographie des gynécologues médicaux, donc vous savez qu'en ce moment on est dans le creux de la vague, en fait un certain nombre reçoivent des patientes adressées par les dermatologues pour mettre en place une contraception. Sinon ça passe par le médecin généraliste et puis concernant la contraception comment dirais-je, initiée par les dermatologues, c'est vrai qu'il y en a un certain nombre qui ne préfèrent pas en prescrire parce qu'elles ne sont pas du tout à l'aise avec la contraception. Alors, la prescription de la contraception, et ça je pense que c'est vraiment important, elle doit s'accompagner d'un temps dédié à la prescription de la contraception. Et si j'ai bien compris, en fait, la prescription d'isotrétinoïdes par le dermatologue, je crois que c'est une consultation qui est assez longue. La prescription de la contraception, moi, je trouve que ça prend, pour la première contraception, entre 20 et 30 minutes. Si possible, pour les jeunes adolescentes, il faut consacrer un temps sans la maman. Parce que quand la maman est là, la jeune fille n'est pas libre de dire ce qu'elle veut. Et nous, en fait, on est assez légitime quand on demande à la maman de sortir. Et pour ma part, moi, je demande toujours à la maman de sortir pour quelques minutes. Et souvent, les jeunes filles font part de leur vie sexuelle alors qu'elles disent bien, surtout, vous ne le dites pas à maman parce qu'elle ne sait pas que j'ai des rapports. Donc, le début des rapports, pour info, c'est 15-16 ans. Voilà. Donc, ce temps dédié à la contraception, il est très important pour informer, expliquer quand démarrer la contraception, comment la prendre, que faire en cas d'oubli, que faire en cas d'effet secondaire, redire la nécessité de la double contraception quand c'est une contraception hormonale, la nécessité d'utilisation du préservatif, non seulement pour la double contraception, mais aussi pour la sexualité et préserver des MST. Informer aussi des effets secondaires de l'isotrétinoïde, et ça peut-être que nous, en tant que gynécologue, on ne le rappelle pas suffisamment, mais tous les effets secondaires qui sont liés soit à la contraception hormonale, soit à l'isotrétinoïde peuvent être une cause d'interruption de la contraception hormonale. Et donc, si notamment on n'est pas à l'écoute de nos patientes et si on n'apporte pas de réponse adéquate, en tout cas qui leur correspond. Donc, dans les pistes d'amélioration, moi, ce que je vous aurais bien proposé, c'est sur l'ordonnance type de pilule, quand on prescrit une contraception hormonale, c'est comme on voit bien que finalement, dans les échecs de contraception ou les limites de la contraception, on va dire que c'est souvent des oublis de pilules. Donc, je pense qu'il faut systématiquement rajouter la pilule du lendemain. Chez toutes les jeunes filles à qui on prescrit une pilule, dans la mesure où elles peuvent l'oublier, en fait, moi, je mets toujours la pilule du lendemain, donc ça pourrait être une ordonnance type. Et aussi rajouter une prescription de préservatifs remboursés. Je parle sous contrôle du pharmacien qui est là, mais les préservatifs Eden sont remboursés par la Sécurité sociale. Donc, on pourrait très bien imaginer une ordonnance type sur laquelle on marquerait la contraception hormonale, la pilule du lendemain et le préservatif remboursé. Après, ce qu'on pourrait aussi, c'est élaborer une fiche d'information sur les différents types de contraception qui soit pour ces jeunes patientes et pour aussi, notamment pour les adolescentes, mais aussi pour les jeunes adultes, qui pourrait expliquer les différents types de contraception, hormonale et non hormonale, avec les limites et puis les effets secondaires. On pourrait peut-être s'engager, nous, en tant que fédération de la gynécologie médicale, peut-être s'engager à élaborer ce type de fiches très pratiques sur lesquelles, en fait, pourraient s'appuyer les jeunes filles si elles ont des interrogations. Pour la pose du stérilet, parce que ce qui m'a interpellée quand même, c'est le fait qu'il y ait quand même des grossesses sous stérilet et qui nous pose, évidemment, qui pose la question éventuellement des interférences médicamenteuses
de l'isotrétinoïde éventuellement sur l'action anti-inflammatoire du stérilet. Quoi qu'il en soit, je pense que ça pourrait être intéressant dans ces situations difficiles, ces situations à risque, en tout cas peut-être de prescrire systématiquement une échographie pelvienne après la pose du stérilet pour s'assurer du bon positionnement. Et c'est vrai que chez les nullipares, on prescrit systématiquement une échographie pelvienne à 6 semaines. Par contre, chez les multipares, chez les patientes qui ont déjà eu des enfants, c'est vrai qu'on ne prescrit pas systématiquement une échographie pelvienne, mais on pourrait très bien imaginer la prescrire systématiquement. Enfin, alors la dernière chose, je voudrais surtout, ce qui me paraît aussi important, c'est qu'en cas de contraception difficile, je pense qu'il faut améliorer la collaboration entre le médecin généraliste, qui est un des acteurs majeurs de la contraception, d'une part parce que je vous l'ai dit, chez les jeunes adolescentes, chez les jeunes filles, puisque c'est le premier interlocuteur, notamment parce qu'il connaît la famille, il connaît bien la maman, il connaît les enfants, il les suit depuis très longtemps. Aussi parce qu'il y a un défaut de démographie médicale chez les gynécologues actuellement. Et puis, tout ceci pour faciliter l'accès à la consultation et surtout limiter le délai de mise en place de la contraception et pouvoir agir rapidement si jamais il y a des effets secondaires. Je voudrais aussi réinsister sur le fait qu'en fait, on ne reçoit pas, de la part du dermatologue, le courrier de lésion qui a à transmettre systématiquement au médecin généraliste ou gynécologue, en fait, que j'ai découvert et que je ne connaissais pas. Et c'est vrai que quand j'en ai parlé à mes confrères gynécologues, il y en a peu qui le reçoivent. Et ce courrier de lésion, moi, j'ai trouvé qu'il était très bien fait, qu'il insiste surtout sur la nécessité de cette double contraception quand elle dépend de la patiente. Voilà, et puis peut-être nous redonner aussi, nous retransmettre à nouveau tous les documents qui concernent à la fois le formulaire, l'information pour le médecin, l'information patient. Moi, ces documents-là, ils sont sur le site de l'ANSM, mais je pense que ce serait bien peut-être de réinformer les patientes parce que quand les documents sortent, on est informé, mais au fil du temps, finalement, il y a toujours une baisse de vigilance. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, je pense que oui, voilà. Mais je me dis que le médecin généraliste, en tout cas, concernant la contraception, avait un rôle très important. Nous aussi, bien sûr, mais avait un rôle très important. Et peut-être pour la contraception hormonale, revoir les patientes systématiquement à 3 mois pour s'assurer qu'elles ont bien compris la façon de prendre la contraception et qu'il n'y a pas d'effets secondaires qui sont une source d'abandon. Voilà. Merci beaucoup, Madame Héron, pour votre présentation qui a suscité. Alors, Lise, Lise Duranteau, tu veux intervenir? Vas-y. Merci Isabelle pour la fédération. Je pense que tu as dit beaucoup de choses pratiques. Enfin, tu as mis en évidence un certain nombre de problèmes qui vous concernaient. Je voudrais juste pour cette fiche d'info, après sous la forme de la fiche d'info ou l'orientation d'un QR code vers un site, on verra. La modalité de l'information, je pense que c'est peut-être à discuter. Mais tu es d'accord aussi, alors je suis d'accord bien sûr pour la contraception d'urgence, mais en fait, il faudrait aussi, je pense qu'on n'a pas le temps d'insister sur que faire en cas d'oubli, c'est-à-dire que la contraception d'urgence, elle est quand même efficace lorsqu'elle est prise le plus rapidement possible, donc il faut parler du délai, etc. Je pense que cette fiche d'info, elle doit tenir compte de tout ça, de tout ce que tu as dit. Je rajouterai les interactions médicamenteuses si tu es d'accord. Absolument. Potentielles. Et puis, voilà, effectivement, moi, je suis pour essayer de trouver un outil qui permette de rassembler toutes ces infos importantes. Et je voulais aussi que tu nous confirmes, je ne sais pas si tu as eu le temps de faire de l'enquête, que la contraception était favorisée, voire, j'ai bien aimé le terme de non négociable des dermatologues, ouais. Et qu'elle était prescrite et encouragée, même en l'absence de rapports sexuels, surtout chez les adolescentes et surtout avant de débuter le traitement roaccutane. Et que vous étiez d'accord avec cette suggestion. Oui, absolument. Je pense qu'en fait, la contraception, quel que soit l'âge, elle est effectivement non négociable et elle doit être,
je pense qu'elle est obligatoire quel que soit l'âge de la patiente. Il faut savoir que les jeunes filles, comme je disais, la sexualité, elle démarre vers l'âge de 15-16 ans et les patientes, les jeunes filles ne disent pas à leurs parents, leur mère notamment, qu'elles débutent leur contraception. Donc, même quand les mères disent, mais de toute façon, il n'y a pas de partenaire, pas de petit copain, pas de relation, en fait, c'est pas vrai. Dans la majorité des cas, les patientes nous confient qu'elles ont une contraception, qu'elles ont des rapports sexuels. Donc, je pense qu'il faut, quel que soit le discours de la maman, c'est pour ça qu'il faut un temps dédié sans la maman. Alors peut-être que pour le médecin généraliste, c'est un petit peu plus difficile parce qu'elles connaissent bien la famille. Mais pour nous, gynécologues, peut-être que pour les dermatologues, au moment où elles examinent la patiente, ce serait peut-être intéressant de faire sortir la mère de façon à pouvoir justement poser la question et faire mesure à cette jeune fille que c'est important d'avoir une contraception. Oui, tout à fait. Mais je pense que ce que je voulais redire, c'est que en fait, la prescription de la contraception, ça prend du temps. Et la première prescription, ça demande au moins 15 à 20 minutes. Et c'est vrai qu'on parle de beaucoup de choses. On parle de l'oubli, on parle des effets secondaires, on parle de sexualité. Et si on va trop vite, en fait, c'est quand on va trop vite qu'on ne transmet pas les bonnes informations et que là, il peut y avoir des loupés. Bien d'accord. Monsieur Quay voulait intervenir, peut-être dans le même sens. Oui, alors tout à fait dans le même sens. Moi, j'aime beaucoup l'idée du dermato qui disait c'est non négociable. Je pense que c'est vraiment le plus simple. C'est vous voulez un traitement pour l'acné, c'est non négociable. Il n'y a pas de rapport, on s'en fout, c'est non négociable. Point barre, il n'y a pas de discussion. Effectivement, avoir les jeunes filles. Alors, nous, médecins généralistes, on a l'avantage. Souvent, on le sait quand elles ont eu des rapports parce que. Moi, je fais beaucoup de gynéco et d'obstétrique, donc ça fausse peut-être un peu ma vision des choses et je n'ai pas peur de poser les questions. J'entendais tout à l'heure peut-être qu'ils aient des questions. Moi, sur la partie gynéco, je n'ai pas de problème avec ça. Donc souvent, on le sait qu'elles ont déjà eu des rapports, mais on a des retours. Moi, je me rappelle avoir prescrit une contraception à une jeune fille et la mère qui m'a dit, je ne sais pas, 2 mois après, « Ah non, mais je ne lui dis pas la prendre, elle n'en a pas besoin, elle n'a pas de copain. » Elle m'a demandé ce qu'elle en avait besoin. Donc l'idée du non négociable, je trouve qu'il est vraiment très très bien. Au niveau de la fiche, alors moi j'ai une autre casquette, j'ai travaillé en planning familial. Il y a 2 choses, il y a choisir sa contraception, le site qui est assez bien fait, je trouve comme information. Et au niveau du planning familial, il y a des fiches qui existent, qui expliquent toutes les méthodes de contraception masculine et féminine, avec les avantages. C'est un dépliant en 2 pages ou en 4 pages qui était fait à l'époque par les NPES. Il faudrait reprendre et je trouve qu'il était pas mal fait et que j'utilise moi et qu'effectivement je sais pas, enfin la contraception, moi ça me prend 30 minutes une première contraception, donc j'imagine qu'une dermatologue qui va faire la contraception, c'est 30 minutes la contraception, 30 minutes le Roaccutane, une première consultation d'1 heure. Il faut peut-être laisser pareil. Oui, excusez-moi. Oui, c'est pour ça que, c'est pour ça qu'en fait, quand il y a le dermato qui disent, mais moi, je ne veux pas la prescrire parce que ça prend trop de temps et j'ai pas le temps. Quand on prescrit déjà l'isotrétinoïne et qu'en plus, on doit prescrire une contraception, je ne sais pas expliquer que faire en cas d'oubli. Je ne sais pas quoi dire en cas d'effet secondaire. Donc, en fait, quand la consultation de la première prescription d'isotrétinoïne prend 20 minutes et qu'en plus, la consultation de contraception dure 20 minutes, je pense qu'au niveau du timing, c'est sûrement un petit peu difficile. Donc, voilà. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus qu'il y a probablement aussi un problème d'accès à la consultation du gynécologue. Et je pense qu'il ne faut pas non plus que ce délai en fait, pénalise les jeunes filles et les empêche de démarrer trop rapidement leur traitement. C'est pour ça qu'il faut une collaboration étroite aussi avec les médecins généralistes. Ça me paraît en tout cas fondamental. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Mais vous voyez, je voyais votre petit item, excusez-moi. La patiente sait qu'elle doit contacter son médecin si elle a de relations sexuelles non protégées. Mais en fait, la patiente, elle va pas, les jeunes filles, elles ne contactent pas leur médecin si elles ont des relations sexuelles non protégées. Hein. Je pense que c'est à nous de réinsister sur la nécessité du préservatif. Alors après, elles peuvent aller au planning, mais qui est pas, pardon, elles peuvent aller au planning familial, mais qui n'est pas forcément au courant qu'elles prennent du Roaccutane. Bien. Écoutez, merci beaucoup, Madame Héron, de votre rapport là, qui va nous aider à faire du concret dans la partie qui suit de notre journée, qui est un peu marathon quand même. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces échanges très intéressants.
Eh bien, merci à vous, parce que vous avez largement contribué. Je pense effectivement qu'on va continuer, on va peut-être pas faire de pause parce que on a déjà pris pas mal de retard sur l'heure initiale, on avait prévu large pour la discussion, mais je pense qu'elle sera importante. Si vous permettez, je voudrais profiter de ma place de président pour essayer de faire une toute petite synthèse des pistes qui ont pu se dégager. Alors, je ne serai sûrement pas exhaustif, je vais en oublier, c'est certain, parce que tous les intervenants nous ont apporté du grain à moudre pour essayer d'améliorer les choses. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a des choses à mettre en place à tous les échelons de la chaîne, le patient, le pharmacien, le prescripteur de la contraception, le prescripteur des autres rétinoïdes ou de son suivi. Et donc ça, je pense que ça va être assez intéressant de voir comment on peut articuler. Sur le patient, très clairement, il faut qu'on s'oriente sur les nouvelles technologies de communication. Le QR code, le site de suivi de médicaments, comme ça se fait en cancérologie par exemple, les multimédias, qu'il faut utiliser notamment sur les sites de lycée, les sites universitaires, etc. Donc là, on a beaucoup de choses à voir. Sur le pharmacien, très rapidement, et encore une fois, mais non exhaustive, les warnings sur le logiciel de la délivrance, je pense que là, il y a vraiment une utilisation bonifiée de l'informatisation de nos officines qui est sûrement intéressante. Je cite aussi la petite fiche de rappel associée à la boîte d'isotrétinoïne. Ça, c'est intéressant également parce que c'est un pense-bête. Alors, est-ce qu'il faut que ce soit du papier? Est-ce qu'il faut que ce soit attaché à la boîte? Bon, tout ça, c'est à voir ultérieurement. Il y avait aussi, on l'avait évoqué dans des discussions préalables, aussi la nécessité peut-être de récupérer les boîtes en fin de traitement, ce qui évite que des comprimés d'isotrétinoïne restent dans des pharmacies et soient repris par la sœur ou par quelqu'un d'autre ou repris à distance parce qu'il y a une rechute de l'acné, sans bien sûr passer par les standards de la prescription de ce produit. Sur la prescription de la contraception, il y a quand même vraiment des choses fortes qui se dégagent, notamment l'association préservatif et contraceptif oral, avec néanmoins toutes les nuances que, pour ma part, j'ai pas mal apprécié de Madame Révy ce matin sur c'est compliqué pour une fille de proposer le préservatif masculin dans la relation interindividuelle. Donc, il faut voir comment on peut travailler sur cette question-là en étant efficace et pas repoussoir. La contraception d'urgence, bien sûr, je pense qu'il y a vraiment une place, mais savoir, là aussi, ça ne peut pas se prescrire comme ça. Il faut que ce soit expliqué. Il faut peut-être que ce soit en rapport aussi avec un bon usage des contraceptifs oraux, notamment en cas de vomissement, notamment tout le problème des interactions médicamenteuses, parce que ça, je crois qu'on alerte très très peu les patientes sur le risque de prise d'autres médicaments qui pourraient interférer avec le métabolisme du contraceptif. Et là, bien sûr, il y a des risques d'accident. Concernant les prescripteurs d'isotrétinoïne, il y a vraiment cette approche extrêmement importante de l'aspect psychiatrique où je crois effectivement que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on progresse de manière plus importante. Comme ça a été dit, si le patient est déjà suivi par un psychiatre, les relations sont déjà établies et donc on a l'interface, l'interaction et la solution est décidée conjointement de manière assez simple. Tout le problème, c'est pour la moitié des personnes qui n'ont pas d'antécédents, n'ont rien. Comment on fait, comment on aborde ce sujet-là? L'accès au psychiatre n'est pas simple. Je parlais ce matin de l'accès au dermatologue qui est compliqué, mais l'accès au psychiatre n'est pas simple quand un patient n'a pas déjà un suivi. Le médecin traitant généraliste, bien sûr, a une place là aussi, mais qui ne remplacera sans doute pas celle d'un psychiatre. Donc ça, c'est vraiment des choses à voir. L'amélioration des courriers de liaison, là encore, c'est sûr que on a évoqué le dossier médical partagé, il progresse, mais il progresse trop lentement. Et on ne peut pas se reposer que là-dessus pour faire des progrès dans les 2-3 années qui viennent sur la diminution du risque suicidaire et la diminution des grossesses que l'on observe encore sous ce médicament. Donc voilà quelques pistes qui concernent un petit peu tout le monde.
Encore une fois, je n'ai pas été exhaustif et il y a des choses qui ont été dites que je n'ai pas repris dans cette petite synthèse. Moi, je vais remercier encore une fois beaucoup toutes les personnes qui ont bien voulu venir présenter soit leurs travaux, soit leur vécu, soit leur ressenti, soit leur expérience professionnelle. Je remercie beaucoup les associations de patients et les patients qui ont été extrêmement informatifs et contributifs malgré les difficultés qu'ils ont ressenties avec ce traitement et qui, pour nous, médecins, représentent un échec, puisque notre but, c'est quand même de soulager les gens et sûrement pas de leur créer des problèmes médicaux. Donc, je veux vraiment les remercier très particulièrement. On va, je pense, libérer nos collègues et personnes auditionnées pour cette deuxième partie d'après-midi, et je vais demander au comité scientifique temporaire de bien vouloir rester, bien sûr, pour qu'on puisse discuter de tous ces points, si vous en êtes d'accord, et notamment la maîtresse de cérémonie qui est Madame Dumarsais. Oui, merci beaucoup, Monsieur Guillot, pour cette conclusion et tous ces remerciements. Je m'associe à vos remerciements aussi pour toutes les personnes qui ont été auditionnées. Nous allons maintenant passer donc en réunion de travail qui ne seront plus filmées. Donc, il faut que vous basculiez sur un autre lien Zoom que je vous ai envoyé. D'ailleurs, je vais activer la session et je vous remercie encore tous, vraiment. Voilà.